Mais une fois qu'on comprend que c'est l'astral qui est derrière tout ça, ou plutôt qui en profite, tout s'éclaire. Comme disait Sigmund Freud, le moi n'est pas maître en sa demeure. Une fois qu'on comprend que ce que la psychanalyse nommait l'inconscient est en fait lié à une dimension habitée d'entités, qui se nourrissent de nos angoisses, et du mal-être généré par nos conflits internes, par nos illusions et contradictions, on comprend que l'astral a bien plus besoin de gens faux et hypocrites qui génèrent le louche dont il a besoin, que de gens sincères qui à leurs yeux sont dans l'orgueil, du fait qu'ils lui résistent. On comprend que la psychologie est majoritairement au service de cette dimension, comme la religion l'était quand elle dominait la conscience collective, et que l'astral sait tout récupérer à son profit. Pour cela il faut inciter les gens à ne pas penser, à réfléchir le moins possible, à ne plus intellectualiser. Ils sont alors aisément manipulables, ignorants et gros producteurs d'angoisse, qui est pour ces entités une nourriture précieuse. Plusieurs auteurs et théoriciens ont écrit sur ce paradoxe, celui de l'écart entre l'enseignement et la mise en pratique réelle, ainsi que les tensions autour de l'authenticité. Plusieurs ont cru qu'à simplement expliquer comment les doubles liens généraient de l'angoisse et du mal-être que tout le monde s'attacherait à ne plus le produire, mais c'était sans compter sur l'existence de ces dimensions parallèles invisibles, qui exploitent l'homme, comme Bernard de Montréal nous l'a fait comprendre. Carl Roger, dans ses travaux sur la psychologie humaniste et l'authenticité, parle de l'importance pour le thérapeute d'être congruent, c'est-à-dire aligné entre ses enseignements et ses actions. Or la congruence implique un gros travail sur soi, où la simple intention ne suffit pas. L'intentionnisme naïf des anti-intellectualistes, à savoir le fait de croire qu'il suffirait de poser une intention pour qu'elle se réalise, fait tout simplement le jeu de l'astral. Vraiment réaliser ce qu'on prône implique souvent de s'extraire du besoin mimétique de reconnaissance. Une thérapeute rogérienne me disait dernièrement que, parmi les élèves lors de sa formation, beaucoup apprenaient à mimer la méthode sans la pratiquer, comme j'ai pu le voir dans ma propre formation, et se moquaient de ceux qui pratiquaient vraiment, qui se trouvent souvent regardés comme suspects par les autres. Brené Brown a écrit sur la vulnérabilité dans des ouvrages comme The Gift of Imperfection et Daring Greatly, où elle démontre que montrer ses faiblesses est une source de connexion et de force, malgré les jugements extérieurs. Mais ça implique un engagement et un courage qui va au-delà des belles intentions. Irving D. Yalom, dans ses récits autour de la psychothérapie existentielle, a mis en lumière la nécessité pour le thérapeute de s'exposer, et de reconnaître ses propres fragilités pour mieux accompagner ses patients. Ces auteurs montrent comment la mise en pratique de l'authenticité, bien qu'encouragée théoriquement, peut susciter des résistances, voire des jugements négatifs. Comment donc décrire ces deux logiciels ? On a un logiciel où l'amour consiste à mimer l'authenticité, souvent pour maintenir une image de tolérance ou de bienveillance, et un autre où l'amour est vécu comme un véritable exercice de mise à nu. Cela crée un contraste saisissant. Le logiciel mimétique crée des personnes qui prônent des valeurs nobles mais ne les incarnent pas, car cela les expose à un inconfort qu'ils refusent. Elle privilégie l'apparence d'harmonie, quitte à mépriser celles et ceux qui mettent en pratique ce qu'elle prône. Le logiciel incarné s'attache à représenter l'idée que l'authenticité demande une démarche concrète et courageuse, un travail réel sur soi-même, pour surpasser la peur du regard et des jugements. Ce logiciel est perçu comme dangereux, ou provocateur, par ceux qui se protègent derrière l'amour mimétique. Quand on est confronté à ces jeux de dupes, on peut voir toute l'ambiguïté dans la définition de l'amour. Ceux qui prônent la tolérance, semblent, paradoxalement, intolérants envers ceux qui vont plus loin dans leur pratique. Ils rejettent cette mise en pratique en la jugeant comme une forme d'orgueil, car elle révèle leurs propres limites, ou leur manque d'alignement. De quel côté l'astral est-il entre ces deux types de logiciels ? Est-ce que les mimétiques sont faux ? Pas du tout, ils sont d'abord groupaux et faits pour servir l'astral. Une fois qu'on le sait, on les laisse faire, car il faut bien que l'astral soit nourri. Mais la chose doit être connue, pour que ceux qui veulent être authentiques ne soient pas baladés, comme j'ai pu le vivre au contact des mimétiques. Une fois qu'on connaît l'existence de l'astral, on comprend qu'il n'y a aucun espoir de faire changer ceux qui sont là pour le servir et le nourrir. Par contre, qu'ils exploitent la souffrance humaine pour détourner les gens authentiques à leur profit, voilà ce qu'on peut condamner et combattre. On ne cherche alors plus à comprendre pourquoi des gens se fourvoient, mais à comprendre comment l'astral fait pour nous induire en erreur. On ne lutte plus contre soi-même comme la psychanalyse tentait de nous y pousser, mais contre des forces qui agissent dans l'invisible, pour nous manipuler. Psychologiquement, ce paradoxe peut être expliqué par des mécanismes psychologiques comme la projection, en voyant en moi ce qu'ils n'ont pas osé accomplir, mes professeurs projetaient leur propre peur ou insécurité sur moi. Ils se mettaient ainsi en dissonance cognitive, car leur malaise face à mon authenticité révélait le conflit entre leurs croyances,
ce qu'ils prônent, et leurs pratiques, ce qu'ils refusent de faire. L'amour était donc convoqué à la rescousse. Témoin de ces comportements groupo-mimétiques, de gens qui souvent disent que ça ne sert à rien de réfléchir et penser, j'y ai ainsi développé une capacité à supporter le regard des autres, même dans mes faiblesses, ce qui a développé en moi une force intérieure, qu'ils prennent pour de l'orgueil. Peu de personnes osent aller aussi loin, et cela peut être perçu comme une provocation par ceux qui restent dans le discours théorique. J'ai pris le parti de choisir une voie exigeante, car elle me permet de vivre pleinement en cohérence avec mes convictions. J'ai choisi la voie intellectuelle qui ne permet pas de se mentir à soi-même, qui écarte de l'amour, mais qui mène à la vraie connaissance de soi. J'ai ainsi pu voir que dans les milieux de la psy, de l'enseignement ou de la spiritualité, comme autrefois dans la religion, le nombre d'hypocrites est majoritaire, mais eux ne le voient pas ainsi, ils voient en moi quelqu'un qui ne serait pas dans l'amour, car si j'étais dans l'amour à leurs yeux je serais mimétique comme eux. J'enseignerais comme eux le contraire de ce que je fais. Comme je l'ai expliqué, j'ai pris le parti de ne parler que de moi, ce qui est une manière de ne pas me laisser entraîner par l'astral, consistant à prétendre savoir ce que les autres devraient faire. Je m'attache à le faire moi-même sans me mêler de savoir si les autres le font, les laissant gérer eux-mêmes leur vie. Cela pourra choquer vos oreilles de m'entendre ne parler ainsi que de moi, mais c'est le prix à payer quand on met en place de nouvelles manières de procéder. Avant de trouver le bon équilibre, on est d'abord maladroit.